Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD de lecture. On est sur En toute puissance, toujours de V6. Vous avez bien évidemment, dans le chat, la possibilité de mettre point d'exclamation HS qui vous donnera les réseaux de V6 ici présents. Quoique j'ai pas mis le Twitter. Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne question pendant que je t'ai sous la main. V6, est-ce que tu veux que je mette vos réseaux sociaux, par exemple Twitter, en plus dans la commande? Parce que je vous ai mis YouTube, je vous ai mis le blog, mais j'ai pas mis vos Twitter ou un autre réseau social éventuellement. Donc je sais pas si tu veux que je modifie la commande éventuellement pour ajouter. Mais dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas. De toute façon, sur les VOD, vous aurez tous les liens, bien évidemment, mis en avant. Et en plus, on a la chance d'avoir V6 qui est toujours là. Voilà, ça c'est cool, ça c'est cool. Et on est sur une nouvelle base. Comme tu veux, c'est pas forcément nécessaire. Ok, bah moi ça dépend de vous, hein, c'est pour mettre en avant votre travail. Donc si votre Twitter, vous l'utilisez pas forcément, on va dire, tant que ça, ou que ça reste plus... Enfin, à moins mettre en avant, moi je respecte pour le coup. On est sur une nouvelle base, on est sur la base RS, donc les relations sociales. Et puis bah, j'espère qu'on va parler de choses qui vont mettre de bonne humeur. On est quoi? On est à un tiers du livre? On est à un tiers du livre? Non, un peu plus. Non, on est à la moitié du livre en vrai. Un peu moins de la moitié. Oh, un peu moins de la moitié. Ça veut dire que dans 6 mois, on peut espérer le finir. C'est ça, non? Dans 6 mois à peu près, on peut espérer arriver à la fin. Ça m'a l'air bien. Bon rythme, bon rythme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me demander de mettre en pause la lecture un instant si vous avez un élément qui vous parle, que vous avez envie de rajouter. Enfin, là, pour le coup, il y a de quoi faire. Alors juste, pour la relation sociale, il y a les incels, donc ça risque d'être énervant. Ah. Ah. Oui, mais si on s'énerve ensemble, ça va aller. Si on s'énerve ensemble, ça va, c'est bien. Voilà, moi je vais rester là-dessus. Je vais reparler d'un truc, on parlait juste avant de lancer la VOD. En ce moment, je suis en train de regarder Boba Fett et je comprends pas toutes les critiques qu'il y a sur Boba Fett qui disent que c'est une série de merde. Parce que justement, vous allez voir, je vais faire un lien. Parce que justement, tout l'intérêt de Boba Fett pour l'instant, je suis globalement à la moitié, 3/4 de la série. C'est que Boba fait des relations sociales. C'est que Boba en fait coopère et construit des relations sociales positives avec des gens en fait pour essayer de faire des trucs comme par exemple avoir des alliés, et c'est pas juste des alliés genre pour le combat, il veut avoir des gens avec qui il a de la loyauté, qui lui du coup rendent aussi de la loyauté, enfin bref, en fait c'est vachement bien et c'est intéressant parce que c'est un truc qui casse un peu le mythe du héros tout seul. Au contraire, même à un moment donné il le dit textuellement, il dit non, moi en fait être tout seul, même si je réussis mon objectif, bah en fait ça m'apporte rien, c'est nul. Ce qu'il faut pour aller faire ton objectif, c'est avoir une tribu, c'est avoir des gens avec soi en fait. C'est parce que tu le fais avec les gens et que tu le fais pour les gens que c'est intéressant et que c'est bien. Et du coup, je trouve ça vachement intéressant et vachement pertinent comme série. Vraiment. Non, parce que le coup du héros tout seul qui avance avec sa bite et son couteau et qui défouraille pour tuer tout le monde, c'est pas super intéressant, hein, et c'est pas super crédible non plus. Donc non, pour le coup, moi je trouve vachement bien Boba Fett. Il faut collectiviser l'énervement. Oui, c'est bien mal. C'est pas mal. Je pense que les relations sociales positives dans les fictions étiquetées action, ça peut énerver certains qui sont là pour la tuerie. Mais complètement. Mais je pense, hein, parce que vraiment, moi, au début, j'ai vu les retours sur Boba Fett et j'étais en mode, ah, ça a l'air mou, ça a l'air nul. Genre, apparemment, il y a rien, c'est pas intéressant. Et en fait, tu regardes la série, enfin, moi, j'ai regardé la série, j'étais là en mode, mais c'est super intéressant, en fait. Genre, là, tu vois qu'ils commencent à avoir du respect l'un pour l'autre et que, du coup, ils se respectent et que, du coup, ils commencent à s'entraider et à faire des trucs ensemble, et qu'en fait à aucun moment ils n'ont envie de se trahir l'un ou l'autre, ce qui aurait pu être un ressort scénaristique qui est très régulièrement utilisé, hein, d'ailleurs, parce que notamment Boba Fett, donc le héros, au début, hein, premier épisode, il est dans une mer noire, il est dans une mer d'immonde, vraiment, il en chie, il est mis en esclavage, c'est de la merde. Et en fait, au moment où il pourrait commencer à avoir de la relation, on va dire, un peu positive avec ses geôliers, on pourrait se dire, et c'est ce qui arrive très régulièrement dans les films d'action, hein, ou dans les séries d'action, c'est, bah en fait, il va profiter d'avoir une petite faille de gentillesse de la part de ses geôliers pour en fait les entuber, s'enfuir et les baiser. Et là, pas du tout. Non, là, en fait, bah tu vois qu'il est tombé au fond, qu'il fait oui, bah je suis tombé au fond,
bah, c'est qu'il y a un truc qui a dû merder en fait. C'est qu'à un moment donné, être, le chasseur de primes, qui bosse pour l'un, pour l'autre, c'était peut-être pas la meilleur truc. Donc je vais faire différemment. Là, il y a des gens qui me respectent. Alors OK, au début, ils m'ont acheté en tant qu'esclave. OK, au début, c'était pas foufou. Mais là, ils me respectent. Ils me rendent ce que je leur donne, en fait. Ils m'apprennent à vivre, dans le désert. Ils m'apprennent à faire des trucs et tout. Ils m'apprennent leur combat. Ils m'apprennent leur culture. Ils me respectent. Et du coup, ben, je vais leur rendre. Et tu vois vraiment que c'est super intéressant, en fait. Enfin, vraiment, moi, j'étais là en train de regarder toute la série. J'étais en mode, mais c'est vachement bien, en fait. Enfin, je trouve que c'est tellement plus pertinent que à peu près les 9 épisodes de Star Wars. À peu près, hein, je vous dis ça comme ça, mais je sais que ça va en faire choquer certains. Hein. Mais je trouve que la série est plus intéressante pour les constructions sociales, pour les relations, pour la coopération, pour tout ce qui se met en place, que l'intégralité de la saga cinématographique des 9 épisodes de Star Wars. Je trouve que ça a tellement plus de sens. Parce que Star Wars, les films, s'entend, je trouve que c'est tellement bancal, à tellement de niveaux. Et il y a tellement de moments où c'est en mode oui, mais regarde, c'est l'élu, c'est le seul et l'unique, c'est lui qui fait tout, point. Et puis en fait, non. Mais du coup, on a un autre élu qui est là-bas. Regardez, on a sorti notre pochette surprise. Bah, c'est pas lui. Bah, attendez, on a encore un autre élu là-bas. Vous allez voir, il est bien celui-là. Et en fait, à un moment donné, tu te rends compte que même si t'as le sous-texte dans les films de oui, mais regardez, la rébellion, c'est bien, patati patata, on en revient toujours à oui, mais ce qui importe, c'est l'individu seul et unique qui change tout. Regardez, c'est lui l'élu du cul qui l'a et l'élu. Et en fait, c'est tellement pas pertinent. Normalement, tout ce que t'es censé voir dans les films Star Wars, c'est que rien ne se fait si t'avais pas la rébellion. Et pourtant, tous les films te montrent que la rébellion, elle existe, c'est cool, mais en fait, s'il y avait pas l'élu du cul qui est là, mis en avant, il ferait rien, il disparaîtrait. Ce qui est quand même très con, parce que dans les faits, c'est pas vrai. Dans les faits, ce qui fait que les choses bougent, que les choses avancent, c'est parce qu'il y a des gens qui se coordonnent, qui s'unifient, qui font de la coopération. Si à un moment donné, et c'est pas montré dans le film, hein, Luke arrive à faire ce qu'il arrive à faire pour péter l'Empire, c'est parce que la rébellion a travaillé pendant 30 ans en fait, pour permettre à un moment donné à la bonne personne d'être au bon endroit pour pouvoir te faire tout tomber, en l'occurrence Luke. Pourtant, c'est pas comme ça que c'est présenté dans les films. C'est la manière dont c'est présenté dans les films, c'est la rébellion elle est à bout de souffle, c'est parce que Luke est là que tout va bien, finalement. Et c'est quand même très dommage. Et là, Boba Fett, c'est exactement l'inverse. Boba Fett, il te dit non, mais en fait, quand t'es tout seul, t'es une merde, t'es chou. C'est nul. Par contre, si tu fais des trucs avec les gens, si tu construis, ça marche vachement bien. Voilà. Donc vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Genre les bas agréables qui détestent les gens. Je pense qu'ils peuvent être attirés par les fictions où ça tue de façon totalement déshumanisante. Et du coup, si l'action est différente, ils sont frustrés parce qu'ils voudraient de la haine, de la vengeance et de la domination. Mais oui, ça en plus, je l'ai senti à un moment donné. J'ai vu un des trucs que j'ai vu qui m'a fait péter un câble comme critique. C'est qu'il y a des gens qui ont critiqué le fait que épisode 1 et 2, Boba est avec les Tuskmen, ou Tuskmen, bref, les bonhommes du désert. Voilà, sur Tatooine, vous avez des bonhommes du désert qui sont très clairement dans les films Star Wars décrits comme c'est des méchants pillards, ce sont des indigènes horribles qui tuent les gens. Les Tusken, merci. Et du coup, là, en fait, ça déconstruit tout ça. Et là, en fait, bah, t'apprends avec 2 épisodes de Boba Fett, hein, épisode 1 et 2, hein, tu apprends que 1, les Tusken, en fait, c'est les primitifs qui se sont fait voler leur monde. Ce que tu avais plus ou moins compris à la base. Mais du coup, tu comprends qu'en fait, ils se sont fait coloniser. Ils se sont fait déproprier et coloniser. À un moment donné, bien sûr que t'es vénère. C'est normal, en fait. C'est même, on va dire, une vénéritude assez légitime. Tu te fais voler ta planète. Bref. Deuxième point, t'apprends qu'en fait, il y a plein de tribus différentes de Tusken en fait, et qu'il y a des tribus qui sont absolument pas violentes, genre pas du tout. Alors oui, ils ont une culture qui peut avoir notamment une connaissance martiale ou quoi, mais ça veut pas dire que t'es violent pour autant, parce qu'ils ne vont pas attaquer les gens, ils ne sont pas des pillards pour être des pillards. Par contre, ils se font buter par justement les colons qui passent avec un joli train et qui leur tirent dessus juste pour le kiff en fait. Et en fait, du coup, tu te retrouves avec une empathie pour eux et à te dire mais en fait, c'est pas des monstres. Et du coup, c'est ça qui est ouf, c'est que t'as plein de mecs qui sont venus s'exciter. Et oui, je dis bien des mecs, parce que c'est principalement des mecs que j'ai vu écrire, si ce n'est que des mecs, sur cet argument-là, c'est ouais mais attendez, les Tusken c'est censé être des méchants, et là on en fait des gens gentils, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, parce que normalement c'est censé être des connards, c'est censé être des protagonistes qu'on est censé aller buter, parce que vraiment c'est des enculés. Et t'es là en mode, bah non en fait. Non,
En fait, c'est intéressant déjà, ne serait-ce que l'idée qu'il y a plein de tribus Tusken différentes et que du coup, elles sont pas du tout toutes raccord, loin de là. Et que même certaines tribus jugent assez violemment les autres tribus qui vont dans la violence. C'est super intéressant en fait. Ça donne de la cohérence, du réalisme. Enfin, je sais pas, c'est bien. C'est quand même plus intéressant. C'est une belle évolution quand on sait d'où il vient et ce qu'il a vu et vécu Boba Fett. Oui, mais complètement. Tu me trouveras toujours pour casser du sucre dans Star Wars. Oui. Les Tusken sont pas méchants. On le remarque dans KOTOR 1. Mais oui, KOTOR 1 et 2. Oh là là. Et dans Star Wars The Old Republic, tout un lore qui explique leur mode de vie. Mais oui, c'est ça, tu te rends compte qu'en fait, à la base, c'était un monde océanique, que déjà le monde a été asséché, donc bon, bah c'est pas fun, mais qu'en plus, ils se sont fait voler leur monde, qu'ils ont une supériorité technologique monumentale par rapport à eux, qui du coup se retrouvent vraiment repoussés dans le dessert sans pouvoir rien faire. Et ils le disent en plus, les gens des étoiles, ils ont des machines, nous non. On peut pas faire grand chose en fait contre des machines. Quand t'as un petit bâton de bois, c'est mignon, hein. Mais quand les mecs en face, ils ont des putains de croiseurs orbitaux et qui peuvent t'oblitérer la gueule depuis l'espace, bah tu fais pas grand chose en fait avec ton petit bâton. Hein, c'est pas super pratique. J'adore les visions manichéennes du monde, ouais, bah c'est un peu ça quoi. Donc bref, tout ça pour dire que les relations sociales c'est vachement intéressant et c'est vachement plus pertinent à montrer, je trouve, personnellement. Je trouve ça tellement plus intéressant, une série, un livre, un film, peu importe, qui travaille les relations sociales et qui les travaille autrement que comme un système de domination, comme un tel il domine un tel et du coup il réussit à être le héros patati patata. Je trouve ça tellement plus intéressant de montrer que c'est la coopération qui amène justement à quelque chose. C'est tellement plus intéressant. Et de voir en plus, et ça rejoint vraiment la SDT pour le coup, Boba Fett, dans la série Boba Fett, a vraiment un cheminement autodéterminé. C'est-à-dire que si tu prends le cas de ce qu'on a vu plus tôt, hein, alors plutôt pour certains sur le chat, ça remonte à potentiellement à quelques mois. Pour vous sur YouTube, ça remonte peut-être à quelques heures. Mais on se souvient que parmi les différentes phases qu'on a, enfin pas phases, mais par rapport aux différentes motivations, vous avez la motivation qui vient notamment de l'extérieur, qu'on vous a imposé, que vous allez rationaliser et adopter, mais sans forcément pour l'instant que ça soit interne. Et là notamment, bah, vous avez le début du parcours de Boba Fett qui est mis en esclavage. Boba Fett a conscience qu'on lui impose d'avoir tel ou tel comportement, parce que s'il ne le fait pas, il se fait buter, il se fait abandonner dans le désert, ce qui est très nul, hein, dans le désert, généralement vous mourrez. Voilà, si vous n'avez pas de ressources, hein, vous crevez comme une merde. Donc vous voyez qu'il est obligé d'adapter et d'accepter certaines choses, qui pourtant ne lui conviennent pas. Mais il accepte et il fait avec. Après, vous voyez que la relation commence à changer avec les Tusken, et du coup vous voyez qu'il va commencer à vraiment internaliser la motivation, et que finalement, il va finir par l'adopter en toute conscience, parce qu'il se retrouve dans une situation où il est libre, où il pourrait se barrer, et qu'il se barre pour aller faire un truc et revenir. Mais il a la possibilité, il peut décider en toute conscience de se casser. Tout comme, et il le fait dans la série, il décide en toute conscience de revenir. De dire, je choisis de revenir, je choisis d'être avec eux. Et c'est tellement intéressant en fait de voir justement que bah, on peut prendre la série Boba Fett et y voir en fait la SDT. On peut y voir la SDT et c'est ça qui est assez incroyable en fait au final, parce que c'est ce qui donne tout l'intérêt du personnage, c'est de le voir choisir et s'autodéterminer et décider qu'à un moment donné, bah, il va faire ça de telle manière. Un autre exemple qui a tout con, c'est que du coup il devient le seigneur de Tatooine, le seigneur du crime de Tatooine, le Daimyo. Et en fait vous avez plein de gens qui lui disent oui mais attends, t'es pas en train d'avoir des esclaves partout autour de toi, t'es pas en train de tuer les gens qui ont osé l'ouvrir, c'est pas comme ça que fait un daimyo. Et lui il fait bah en fait c'est comme ça que moi je vais le faire, moi je vais respecter les gens, je vais faire des liens. Mais normalement les seigneurs ils règnent par la terreur. Ouais mais moi non. Et t'es là en mode bah c'est vachement intéressant en fait. Parce que il laisse aux gens la possibilité, en leur âme et conscience, de leur choix, de le rejoindre. Et c'est tellement plus intéressant. Genre comme le seigneur de guerre au Japon médiéval, tout à fait. Mais ce qui est normal, ce qui est logique, le Star Wars est très fortement inspiré du Japon. Très fortement inspiré du Japon. Si vous reprenez par exemple, bah, c'est très connu, hein, le cas de Dark Vador, c'est inspiré d'une tenue de samouraï. Vous avez un comportement et une hiérarchie et une manière de faire qui est très inspiré du Japon. Donc oui, clairement, c'est voulu, c'est fait pour. C'est fait pour.
Donc là, effectivement, le Boba Fett devient le daimyo et tout le ressort narratif qu'il va y avoir dans la série, c'est par rapport au fait qu'il est le seigneur, d'ailleurs. Et justement, voilà, vous voyez vraiment que lui, il a fait ce chemin de se dire, à un moment donné, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais obligé d'obéir à des gens, les Tusken. Et je me suis retrouvé ensuite dans une situation où j'ai pu choisir de rester avec eux, de mon propre avis, de rester avec eux, de travailler avec eux, de manière vraiment, on va dire, autodéterminée, pour encore une fois faire le lien avec le livre. Et par ça, il s'est rendu compte qu'il était plus fort, qu'il était plus solide, qu'il avait envie, qu'il était motivé par ce qu'il faisait, on va dire, pour regarder un peu les termes, encore une fois, de En toute puissance. Et on voit que dans ce cheminement, il se dit que puisque ça lui a fait cet effet-là sur lui, de justement s'autodéterminer, c'est ce qu'il doit offrir aux autres. Et c'est ce qu'il fait. Il offre aux autres la possibilité de le rejoindre s'ils le veulent. Et s'ils le veulent pas, c'est pas grave au final. Ils peuvent aller faire autre chose. C'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'il est pas là en mode tu m'obéis, t'es mon esclave ou je te tue. Contrairement à ce que faisaient les anciens seigneurs. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il est peut-être considéré par certains comme plus faible, parce que mon Dieu, il ne tue pas de sang-froid comme ça des gens. Mais en fait, il s'attache les gens, et les gens s'attachent à lui, et lui, il s'attache aux gens, et en fait, ça commence à faire un truc qui est très intriqué, et où du coup, si tu touches à un endroit, tu vas te manger toute la toile d'un coup. Et vraiment, c'est vachement intéressant, en fait. C'est vraiment super pertinent. Le code Jedi est fortement inspiré du mode de vie décrit par Miyamoto Musashi. Les Jedi représentent les Shaolin et les samouraïs. D'accord, ok, cool. Bref, voilà, ça c'était le petit écart de début de stream pour faire justement un petit peu lien avec le livre et ce que je regarde en ce moment. Est-ce qu'il fait ruisseler la solidarité vers le bas? C'est une phrase de Antipatriarcham. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça, oui. Base donc, les relations sociales. La SDT s'est penchée plus précisément sur le besoin de proximité sociale, notamment les relations sociales proches, l'amitié, la parentalité, le couple, l'échange profond avec des inconnus, etc. En principe, elles sont motivées de façon intrinsèque. Les personnes s'engagent volontairement dans des relations étroites pour les vivre elles-mêmes, parce que ça satisfait leurs besoins fondamentaux. Proximité sociale, mais aussi la compétence, l'autonomie, la sécurité, l'estime de soi, et leur apporte du bien-être mutuel. Mais parfois, ce mouvement intrinsèque à chercher et à vivre une bonne relation sociale peut être déboussolé. De plus, il y a dans la culture occidentale une tendance à opposer le besoin de proximité sociale avec l'autonomie. Être attaché, en interdépendance avec un autre, serait une bride à sa liberté, comme si être en relation était un sacrifice de certaines de ses possibilités. Par conséquent, les relations sociales trop profondes, trop attachantes, seraient perçues comme une possible menace, non seulement de perdre des libertés, mais aussi d'être instrumentalisé, manipulé, formaté, contrôlé. Ainsi, par sécurité, les relations sociales seraient mises à distance, on ne s'y donnerait pas pleinement. Ce qui est paradoxal, car en tant qu'animaux sociaux, nous avons besoin de combler notre proximité sociale, donc de se nourrir mutuellement de relations profondes, de bienveillance, d'échanges authentiques. Mais ce besoin est si important que, plutôt que de risquer d'être détruit par la relation, on préfère parfois ne même pas la commencer ou on l'évite. C'est généralement parce que les relations précédentes dans nos environnements sociaux ont un jour sapé nos besoins, notamment celui d'autonomie. Mais la SDT montre que si une relation peut saper, elle peut aussi nourrir ce besoin. Et ça c'est vrai, ça c'est très important aussi de le prendre en compte. C'est un truc qui moi me fait péter un câble dans la culture occidentale, et je pense qu'effectivement ça doit être peut-être plus relié à la culture occidentale. C'est vraiment ce côté, oui mais si on a des gens autour de nous, oui mais si on a des liens avec les gens, ils vont peut-être en fait trop empiéter sur nos volontés. C'est un peu quelque chose qui m'a fait penser à ça d'ailleurs il y a quelques jours quand je discutais avec V6 sur un sujet en particulier. À un moment donné, j'ai utilisé un terme qui n'était pas vraiment le bon terme. À un moment donné, j'ai utilisé un terme qui, enfin en gros, j'ai dit que il fallait faire des efforts, qu'il fallait que je fasse des efforts sur certaines choses dans une relation avec quelqu'un. Et elle a tout de suite réagi en me disant, mais je comprends pas l'idée de faire des efforts en fait. Pourquoi est-ce que dans une relation tu fais des efforts? Et le fait est que c'est pas ce que je voulais dire. Parce que le fait est que ce que j'ai appelé faire des efforts, en fait, c'est pas du tout faire des efforts. Pour moi, ça n'est pas un effort. Ça ne me coûte pas. Or, c'est ce que c'est censé être, un effort. C'est censé vous coûter. Vous êtes censé brimer quelque chose pour pouvoir le mettre ailleurs, en fait, tout simplement. Et c'est pas le cas. Dans ce cas-là que j'évoquais avec V6, en fait, au final, je fais pas d'effort parce que ce que je fais, je le fais avec plaisir. Ce que je le fais sans que ça me coûte quoi que ce soit. Au contraire, ça m'apporte.
ça m'apporte et ça apporte à la personne en face. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de voir que vraiment on a ce bagage de nous dire, mais en fait si tu es dans une relation avec quelqu'un, peu importe le type de relation, hein, encore une fois, euh, tu vas devoir faire des efforts, tu vas devoir en fait te coûter, tu vas devoir faire un choix, et c'est censé te coûter parce que du coup tu vas apporter à l'autre dans la relation. Alors que c'est pas pertinent, c'est pas du tout forcément pertinent. En fait, une relation, ça peut énormément apporter, et apporter aux deux personnes en fait, surtout. Parce que quand vous êtes tout seul, bah, vous allez échouer, vous allez être tout seul dans votre coin, vous allez dépérir, parce que bah, on est des animaux sociaux, hein, on le constate quand même de manière assez visible. On l'a vu notamment avec les confinements, avec tout ce qui est Covid. Les personnes qui sont rentrées en dépression, les personnes qui ont eu vraiment des gros problèmes du fait d'être isolées, du fait d'être confinées, on, on l'a vu clairement, on est une espèce sociale, on a besoin du social. Et c'est justement d'autant plus visible qu'on a ce paradoxe de vouloir avoir des gens autour de nous, de vouloir avoir des relations avec les gens, et pourtant, en même temps, on se dit: «Ah mon Dieu, non, en fait, culturellement quand même, on voit bien qu'il faut être tout seul, il vaut mieux se protéger, patati patata». Toujours un peu on va repartir un petit peu, par exemple, sur l'univers de Star Wars, ce mythe de: «Il faut que je sois le chevalier errant tout seul, il faut que je sois seul contre la grosse masse de l'empire». Et alors qu'en fait, c'est pas pertinent. C'est pas pertinent, tu ne serviras à rien tout seul. Tu n'avances que si tu as du groupe, et tu le sens. C'est ça le pire, c'est que tu le vois en même temps que du coup tu essaies de le combattre. Et c'est très bizarre, je trouve, justement. C'est très, très, très bizarre comme sentiment, comme retour. Mais c'est quelque chose qui est visible, en fait, je trouve, en tout cas, personnellement, très visible dans nos cultures occidentales, effectivement. Et c'est vrai que c'est quand même dommage d'avoir ce discours, en fait, aussi individualiste, tout le temps disant, bah oui, mais en fait, on fait ça pour la famille, on fait ça pour le groupe, on fait ça pour les amis, patati patata. Et au final, non, on est même contre, et c'est très perturbant. C'est vraiment très perturbant. Là, il y a par exemple des gens que je connais, euh, plus ou moins proches, je dirais pas forcément plus d'informations là-dessus, qui ont voté une candidate, on va dire là très récemment, une candidate que personnellement, ni de près ni de loin, je ne pourrais jamais voter, parce qu'elle n'est clairement pas du même bord politique. Mais dans leur justification, c'est parce que c'est pour protéger leur famille, c'est pour protéger leurs proches. Et alors que concrètement, ce qu'ils votent, c'est un programme qui va consister à massacrer des gens, à foutre des gens dans une merde immonde et dégueulasse, à brimer, à discriminer. Et dans leur vision des choses, ils ne le voient pas. Ils font un décalage. Et c'est vraiment assez triste en fait de voir ce côté aussi individualiste, en fait centré sur son petit point de vue, sur ses petites notions, sur ses petites valeurs, et en même temps vouloir le faire, soi-disant pour le groupe, mais on passait totalement à côté. C'est vraiment très, très bizarre, je trouve. J'ai le sentiment que c'est une sorte d'internalisation des doctrines libérales. On doit être à nous seuls suffisamment forts en étant autonome, alors qu'on voit de plus en plus que le système sont très interdépendants. Mais complètement, complètement. Moi, je sais que personnellement, j'ai des gros problèmes de santé depuis très très longtemps. Le fait est que j'ai toujours eu, et pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, le sentiment d'être faible parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Que je ne peux pas faire, que j'ai besoin d'autres personnes pour pouvoir réussir, pour pouvoir faire telle ou telle chose. Ça veut pas dire que je suis faible, parce qu'à côté de ça, je suis capable de faire tout un tas d'autres choses. Rationnellement, je suis capable de voir que je suis capable de travailler tout un tas d'autres choses, de faire des avancées sur tout un tas d'autres éléments, que j'ai des compétences qui me sont spécifiques et que les autres autour de moi n'ont pas forcément. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, ah putain, sur ça là, j'ai besoin de quelqu'un, je suis faible. Et alors qu'en fait, c'est faux. On a besoin les uns des autres, on a toujours eu besoin des uns des autres, et on aura toujours besoin des uns des autres. Même quand vous prenez les sociétés plus primitives, on va dire, hein, qui sont sur tout ce qui est, on va dire, le contrôle par la force, hein, vous savez, les sociétés féodales, hein, ou tout simplement celui qui a le plus de puissance, le plus de pouvoir, c'est celui qui gouverne. En fait, il ne peut fonctionner, on va dire, cette société ne peut fonctionner que parce qu'il y a une interdépendance entre celui qui a le pouvoir, hein, la force, notamment par les épées, par les armes, et ceux qui produisent la nourriture, qui produisent l'administration, qui produisent la recherche, et ainsi de suite, enfin bref, qui produisent même les armes. On se rend bien compte que, en fait, de tout temps, toute l'histoire humaine montre qu'on ne peut pas avancer tout seul. Ça ne fonctionne pas comme ça. Toute la société humaine, et y compris les sociétés les plus autoritaires, les plus fascistes, montrent à quel point on a besoin les uns des autres. Et ça me rend fou en fait de voir à quel point ça passe à côté, quoi. À quel point il y a tellement de gens qui ne le voient pas.
Ça me fait penser à l'article que j'ai linké sur le vandalisme dans le militantisme sur Guilded. Et Guilded, n'hésitez pas à venir sur Guilded, c'est vachement bien. Guilded, le lien est dans la description, le lien est dans le chat. Venez. Vous avez vu, je suis crédible. Hein. Je pousse les gens à rejoindre Guilded. Je suis sûr que j'y arrive. Un peu. Bref, tout ça pour dire qu'on continue. Pourquoi la relation sociale est importante ? Il n'y a pas de plein fonctionnement sans relation sociale positive. L'être humain a besoin de se sentir connecté et accepté par les autres. Les chercheurs sont tous d'accord sur ce point depuis de longues années, notamment à cause d'observations et d'expériences assez terribles. En 1940, Spitz observe un orphelinat où les bébés étaient certes nourris et protégés, mais sans personne de référence leur apportant de la tendresse, quelques gestes ou mots bienveillants. Alors leur développement s'arrête, ils glissent progressivement dans une énorme apathie, et puis ils meurent. On observe également ce même besoin de tendresse chez d'autres animaux, qui également se laissent mourir s'ils n'ont pas une relation de soins tendre avec un référent, qui peut être ou non le parent, et si celle-ci est rompue. Toutes les relations sociales ne sont pas pour autant nourrissantes. Beaucoup sont totalement impersonnelles, comme on l'a vu dans l'observation de Spitz, mais on peut prendre des exemples moins dramatiques, comme l'interaction de vente rapide, y compris avec des proches, des parents. Inversement, une interaction avec un inconnu peut être très profonde, de très haute qualité. La relation sociale bénéfique n'est pas liée au sang, ni au statut, ni même à des habitudes, à des ressemblances, mais à elle-même, dans l'interaction entre les deux parties. Ça aussi d'ailleurs, j'ai envie de faire un petit récap rapide sur les liens du sang, les liens de la famille. C'est un truc qui, par exemple, dans notre société occidentale est très mis en avant. Hein. Le côté, oui, la famille, c'est important. Hein. Le sang, tout ça, l'importance du sang. Au final, ça n'a pas lieu d'être en fait. C'est pas parce que vous avez le même sang que vous êtes proches, que vous êtes bons les uns pour les autres. Le fait est qu'on a pu constater, et on le constate de plus en plus, hein, notamment avec pas la permission, mais la visibilité augmentée qu'ont notamment les personnes LGBT, que les familles peuvent être extrêmement toxiques, violentes, irrespectueuses, peuvent être vraiment mais immondes en fait avec les personnes parce qu'ils n'acceptent pas ce qui est différent d'eux, y compris quand c'est dans leur famille en fait, et même peut-être plus parce que c'est dans leur famille. Donc on voit bien que le lien, on va dire, du sang n'a pas de sens. Ok, vous êtes reliés par le même génome, ok cool, très bien. Faites pas des bébés ensemble, voilà. Arrêtez-vous à ça, faites pas des bébés ensemble, c'est bien, c'est mieux. Pour le bébé, c'est mieux. Hein. Pour la descendance, c'est mieux, si absolument vous voulez faire des bébés d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas obligé de faire des bébés non plus, au passage. Mais bref, en dehors de ça, vous n'avez pas besoin de maintenir des liens. Les liens du sang, c'est rien d'autre que vous avez un ADN très proche parce que vous êtes de la même lignée. Mais c'est tout. Au-delà de ça, d'un point de vue culturel, en fait, vous êtes un groupe social comme un autre. Vous ne valez pas plus, pas moins qu'un autre. Et vous êtes avec cette espèce de format imposé, on va dire, parce que vous êtes le lien du sang, vous devez être resté connecté au reste de votre famille. Alors qu'au contraire, ça n'a pas de sens. Quand vous avez un groupe social qui ne vous correspond pas, qui vous déplaît, qui vous violente, normalement, vous vous en éloignez. Or, comme on a ce fameux souci du sang, ce souci de la famille, on reste connecté, on reste proche, alors qu'il nous bouffe potentiellement pendant des plombes, voire toute notre vie, et que nous aussi, hein, potentiellement. C'est vraiment quelque chose que je trouve assez étonnant, en fait, de toujours estimer que la relation sociale, elle est forcément bénéfique en famille, que la famille, c'est forcément important, c'est forcément au-dessus du reste. Je vois pas pourquoi, en fait, je vois pas à quel titre ça serait important, ça serait plus important que le reste. Pourquoi est-ce qu'on pourrait échapper, on va dire, au négatif ou quoi que ce soit, ou pourquoi est-ce qu'il faudrait passer au-dessus du négatif en famille? J'avoue que personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de mal à ça. Après, c'est peut-être parce que personnellement, je suis pas très connecté à ma famille. J'avoue que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus connecté à ceux que moi j'en ai fait ma famille, aux gens que j'ai considérés comme étant ma famille, mais avec qui on n'a aucun lien du sang en fait. Piège de famille, c'est que c'est souvent le seul lieu de coopération qui existe, même si toxique. Et encore, coopération, faut le dire vite, hein, ça dépend où. Ça dépend où, ça dépend quoi. Et ça dépend sur quoi. Donc, je dirais pas que c'est le seul lieu de coopération, parce que personnellement, j'ai toujours réussi à faire des groupes de coopération à plein de niveaux différents, et depuis très 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 longtemps, avant même d'avoir des réflexions, on va dire, un peu déjà existantes, mais à plus forte raison poussées, sur la question. J'ai depuis tout petit, alors pour faire un parcours un peu plus précis de mon existence, on va dire, quand j'étais enfant, j'étais seul. J'étais quasiment toujours seul parce que les gens me martyrisaient. Voilà, j'étais un souffre-douleur, c'était pas ouf, on va dire ça comme ça. Donc j'avais tendance à avoir comme ami des livres. Et les livres, c'était bien, c'était beaucoup mieux.
Quand j'ai grandi un petit peu, que je suis arrivé notamment au collège, au final, mes amis, c'était les pions, c'était les adultes, parce que c'est avec eux que je pouvais échanger et que je pouvais échanger sur tout un tas de questions, qu'on pouvait échanger vraiment de manière très profonde. Alors pas avec n'importe quel adulte, hein, tous les adultes n'étaient pas à même de faire ça, mais c'est vrai que là-dessus, par contre, je me suis rendu compte que eux, je pouvais construire des trucs. Ils m'ont permis d'apprendre des choses, ils m'ont permis de découvrir, par exemple, des livres, des connaissances, des thématiques. Ils m'ont permis de me considérer et de sentir qu'on me considérait comme étant quelqu'un et pas comme étant un marmot, par exemple. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de ma famille qui m'a considéré pendant même très longtemps, en tout cas je l'ai ressenti comme tel, comme un enfant, y compris une fois adulte, hein, j'ai toujours eu cette impression, ce sentiment que je suis moindre, que je ne suis qu'un enfant, que je ne sais pas. Même quand à 30 ans, j'ai encore un petit peu ce genre de retour parfois et je trouve ça très, très problématique. Cette manière de considérer: «Non mais tu immature en fait parce que tu es plus jeune que nous» et ça me bloque beaucoup en fait et j'ai eu tendance assez rapidement, je pense, à m'éloigner de ma famille, notamment de ma famille noyau, mais même, de ma famille en général parce que, je me sentais pas en accord non seulement avec leurs idées sur un certain nombre de choses, mais même au-delà de ça, ça ne m'apportait rien de bénéfique et j'ai eu tendance du coup à m'en éloigner et ça a posé beaucoup de problèmes au sein de la famille, notamment de la famille noyau et moi directement. On a eu un certain nombre de conflits et on a toujours un certain nombre de conflits à cause de ça, je pense. Mais en même temps, j'ai pas envie d'aller me forcer, surtout après avoir passé des années, des décennies là-dessus et à voir que ça ne m'apporte rien de bon et qu'a priori ça n'apporte pas grand-chose de bon en face non plus. Donc à un moment donné, assez rapidement, avant même d'avoir des réflexions, même avant même d'avoir une formation en psychologie ou quoi, j'ai eu tendance à vraiment repartir en arrière et à dire: «Non, ce groupe-là, il m'intéresse pas, je vais aller m'intéresser à ce groupe-là». Arrivé au lycée, c'est là où j'ai commencé à avoir des groupes d'amis. C'est là où j'ai commencé à avoir des gens qui sont rentrés dans ma vie et que j'ai commencé à me dire: «Oui, toi, tu vas être un ami. Toi, je vais accepter parce que toi, on va construire un truc» et on a construit des trucs. Ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de m'intéresser à d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est resté assez tardif, le fait d'avoir des gens proches de moi. Par contre, très rapidement, très, très jeune, je me suis éloigné des groupes toxiques. Bon, du coup, je suis resté tout seul pendant des plombs, ce qui n'était pas forcément idéal, mais ça, c'est une autre question. Dans les cultures collectivistes, là je pense à la Chine, au Vietnam, aussi il y a un devoir envers les parents et du coup le lien est obligatoire, on doit s'occuper des parents, quitte même à sacrifier ses projets, etc. Ouais, ça c'est très 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 présent. Alors je connais très peu tout ce qui est le monde asiatique parce qu'il ne m'intéresse pas particulièrement, contrairement à beaucoup de gens, on va dire, qui sont des geeks ou des nerds dans mon environnement. Moi c'est vrai que tout ce qui est le Japon, la Chine, la Corée, le Vietnam, enfin tous les pays asiatiques ne m'attirent pas. Je n'ai pas du tout de problème avec, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus fasciné par exemple par l'Égypte antique, par ce genre de choses que je ne l'ai jamais été par les pays d'Asie, y compris actuels ou même passés. Ça me parle beaucoup moins, je me suis jamais trop intéressé là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'on voit et on le sent que le côté collectiviste, la famille est ultra importante, mais important à un point que ça en est vraiment toxique assez régulièrement, notamment quand je vois des films ou des séries. Je me dis, waouh, les relations qui sont bien pourries quand même. Quand tu vois l'enfant qui se détruit vraiment entièrement juste pour s'occuper de ses parents qui ne lui rendent rien à part le pourrir, c'est vrai que des fois c'est un peu dur, c'est un peu chaud. Il y a en plus on va dire, notamment, là je reste sur les films parce que c'est ce que je connais le plus qui véhicule, on va dire, des codes, quand bien même ce sont des imperfections dans le sens où un film ne peut pas représenter le réel. Il va être une construction, il va être un fantasme d'une culture, hein, pour le coup. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce retour où des fois je me dis mais c'est pas possible quoi. Même le film quand il se finit, on te montre des gens qui vont se réconcilier et en fait c'est une fausse réconciliation qui en fait consiste à dire allez on oublie ce qui va pas et puis on continue à faire avec alors que ça continue à pas aller et ça me fait péter un câble. Mais bon bref. Je veux dire que si on tombe pas dans les groupes militants ou autres, il n'y a pas de pub à la télé pour les groupes anards du quartier quoi. Non clairement. J'ai vécu à peu près la même chose, sauf que les 3 quarts de mes potes scolaires sont de droite facho doucereux. La Suisse, la belle dictature autogérée. Et là, en termes de lien social, je vois que la culture ne nous encourage pas à trouver d'autres que ceux des voies classiques. Alors moi, j'ai eu un peu le même coup. Ma famille se pense de gauche, on va dire ça. Je n'en parlerai pas forcément plus parce que c'est pas à moi de le faire, mais je pense que très clairement ma famille se pense globalement de gauche et vote à droite, ou vote des gens qu'ils estiment être à gauche sans se rendre compte que c'est des gens de droite, Macron par exemple. Et à côté de ça, beaucoup de gens dans mon entourage à cause de la région sont très très à droite. Là pour vous dire, j'ai partagé sur Twitter,
j'ai eu les pourcentages de vote, enfin pas les pourcentages, mais la quantité de votes sur ma ville, la ville où je suis, bah, la personne qui a été le plus mis en avant par les votes, hein, avec 30% des votes, c'est Le Pen. Et tu fais, ah ouais, c'est très 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 de droite quand même ici. En même temps, ici, c'est une population qui est très âgée. Une population qui est très âgée, qui est plutôt bourge quand même, parce qu'on est dans un coin du sud qui est un peu au milieu de nulle part, c'est-à-dire qu'on est loin des gros bassins d'emploi, donc tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est population ouvrière est pas vraiment là où moi je vis. Là, on est plus sur les endroits, on va dire justement, de personnes qui prennent leur retraite ou qui ont suffisamment de moyens pour avoir des maisons secondaires ou vivre à l'écart parce que ça les dérange pas de pouvoir, enfin, d'avoir à faire du trajet parce qu'ils ont les voitures, ils ont des moyens en fait d'aller où il faut pour travailler sans que ça pose trop de problèmes et qu'ils ont les revenus suffisants pour avoir une belle villa, piscine et compagnie. Donc très clairement, j'ai une population plutôt très à droite. Et moi, j'ai passé toute ma scolarité ici, pour le coup, et ça se sent, ça se voit. Beaucoup des gens qui étaient avec moi en cours, en enseignement, bah, 35% même pour Le Pen, ouais, voilà. Et Zemmour plus haut que le reste, bah, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. C'est vraiment pas étonnant. C'est quand tu vois la population qu'on a, ça ne, enfin, j'aurais été étonné de l'inverse. J'aurais été étonné de voir un Méluche, un Poutou devant, tu vois. J'aurais fait, ah non, qu'est-ce qui s'est passé dans ma région? Ils ont changé d'un coup, c'est étonnant. Mais bon, bref, tout ça pour dire que le fait est que j'ai eu un environnement très de droite, notamment bah, au lycée. Quand j'ai commencé enfin à me rapprocher et à échanger avec les gens, je me suis rendu compte que beaucoup des gens qui étaient proches de moi étaient de droite. Et notamment mon meilleur ami du lycée, et je précise bien du lycée, on a totalement coupé les ponts parce que c'est un connard d'extrême droite. C'est un militariste, c'est un nationaliste, c'est un raciste. Enfin, vous mettez tout ce que vous voulez qui va avec d'extrême droite. Voilà, on est vraiment dans la personnalité de droite, d'extrême droite, autoritaire de droite, de base. Pour lui, il y a vraiment une vision du monde qui est très séparée. En plus de ça, pendant qu'on était à la fin du lycée, mon ancien meilleur ami a eu un petit souci, on va dire, c'est que sa mère et son père se sont séparés. Et ce qui est étonnant, en fait, enfin, façon de parler, hein, c'est de voir à quel point son père, en fait, du fait de ses actions, s'est retrouvé seul, parce que c'est les actions du père qui ont conduit à leur séparation, globalement. Il s'est retrouvé dans un logement, parce qu'il est policier, il s'est retrouvé dans un logement fourni par l'État, fourni par le commissariat, qui est, on va dire, globalement un peu insalubre. Et en fait, dans la psyché de mon ancien meilleur ami, ça a été, c'est la faute de ma mère. C'est la faute de ma mère, c'est elle qui est responsable de tout. Et bonjour Suri, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, bienvenue à toi. On est en plein live blabla, lecture dans toute puissance. J'espère que tu passeras un bon moment. On papote politique, on papote comportement de droite, on papote fascisme et on papote relations sociales. Voilà, c'est vachement bien, je vous jure. Et du coup, pour finir, ce qui est marrant, c'est de voir qu'en fait, il a vraiment fait une dichotomie en mode c'est ma mère qui est responsable de tout. Et on voit que vraiment la personnalité de droite, en fait, permet de rationaliser un certain nombre de fonctionnements et de couper l'empathie. Parce qu'à quel moment on peut se dire, alors que très clairement les problèmes assez graves qu'il y a eu dans la relation, on va dire familiale, venaient du père, gendarme, qui avait un comportement extrêmement déplacé, avec, on va dire, un certain nombre de liqueurs qui étaient bu de manière récurrente, qui emmenaient un certain nombre de comportements plus que déplacés, voilà, pour rester très propre, très gentil. On se retrouve dans une situation où, en fait, le problème, c'est forcément la mère. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, c'est quand même ta génitrice, à un moment donné, tu as quand même eu des relations avec elle assez proches, elle t'a quand même élevé, plus d'ailleurs que le père. Et on voit vraiment qu'il y a une vision qui permet, et un fonctionnement qui permet de séparer vraiment l'empathie, y compris avec des gens proches, et d'avoir un comportement qui est extrêmement violent, en fait, et un fonctionnement qui est extrêmement dangereux, je trouve, y compris avec autrui, quoi, hein, parce que derrière, cette vision-là, elle a pas que un problème avec sa mère, hein, évidemment, cette personne a eu des problèmes de manière plus généralisée avec beaucoup de choses. Aujourd'hui, il est militaire, est très fier de ça. Moi, personnellement, bon, je suis pas du tout militariste, bien au contraire. Je suis pas du tout nationaliste, bien au contraire. Je respecte si c'est vos centres d'intérêt, on va dire. Je respecte tout à fait les gens qui sont militaires. Je ne pense pas que vous êtes un gros con parce que vous êtes un militaire, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que par contre, c'est tout sauf fonctionnel que de mettre en avant le militarisme, que de mettre en avant le nationalisme,
parce que ça peut entraîner que des dérives pour moi très problématiques, notamment du point de vue de l'espèce humaine et de son devenir. Voir qu'encore aujourd'hui, on continue à penser à nous, dans notre petit pays, on va régler nos problèmes et on va régler les problèmes du monde, alors qu'on vit dans le monde qui a je ne sais combien de pays. C'est quand même très problématique en fait de passer comme ça autant à côté de l'aspect systémique de la chose. Ça me semble vraiment très, très, très peu probant et très, très peu comment dire, fonctionnel. À partir du moment où on vit sur la même planète et que ce que fait quelqu'un dans un pays a des conséquences sur les autres pays, ce qui est le cas hein, depuis quand même pas mal de temps, continuer à vouloir régler le petit truc de notre point de vue, de notre pays à nous, sans prendre en compte la myriade de pays qui ont chacun des interactions les uns avec les autres, c'est quand même un peu beaucoup débile. Hein et du coup, vouloir garder absolument l'avantage et la préséance de notre nation à nous et de notre peuple à nous, plus que le reste, je trouve ça débile. Faire la distinction entre notre peuple et leur peuple, je trouve ça débile. On est tous des humains en fait, on est tous des putains de primates qui vivons sur la même planète, qui utilisons globalement les mêmes outils. Alors, fonction de où est-ce que vous vivez et de ce que vous avez comme pays plus ou moins riche et plus ou moins évolué technologiquement, vous avez ou pas certains outils, mais sur le principe, on va dire que globalement, on a accès aux mêmes choses. Sur le principe très large, hein, c'est juste pour grossir le truc. Du coup, continuer à vouloir garder que notre petit coin, je trouve ça vraiment, vraiment pas fonctionnel. Et vouloir en plus imposer derrière notre vision quand on voit d'autres gens, hein, ce que fait par exemple un Zemmour, hein, ou un Le Pen, ou un Macron, hein, vouloir faire l'assimilation comme ils disent, je trouve ça profondément stupide, parce qu'en fait, ça sert à quoi d'avoir la même pensée, la même vision des choses? Bah, ça sert à pas grand chose en fait, ça va nous permettre surtout de réduire drastiquement nos possibilités de changer le cap s'il y a un problème, de pouvoir réagir au problème. Ce qui est intéressant quand vous prenez un cas très simple, moi là-bas je suis psychologue social du travail des organisations, je travaille sur les entreprises. Je travaille à la base sur le fait de voir comment coordonner, organiser, permettre à l'intelligence collective d'apparaître sur les lieux de travaux et de pouvoir du coup être les plus efficaces possibles pour résoudre des problèmes, par exemple, quel que soit le problème. Ce qu'on constate quand même de manière assez récurrente, c'est que dans un groupe de travail, si vous présentez un problème X, qui est peu importe le problème, hein, vous présentez un problème au groupe, vous allez avoir un point de vue uniforme. Ça va peut-être résoudre si, pile poil, le problème qu'il y a en face, ils ont une solution qui est adaptée dans leur modèle de pensée. Ça va marcher très très bien et très très vite. Ok. Plus vite que si c'est un groupe qui est disparate, qui a plein de points de vue différents, qui a plein de méthodes différentes, ça va être plus rapide, c'est vrai. Mais dans le cas où votre problème, ils n'ont pas la solution dans leur cadrage, qu'ils n'ont pas leur solution qui est adaptée et qui permet de passer outre le problème dans leur manière de penser, comme c'est uniforme, ils se plantent. Et ils se plantent pas genre un peu, ils se plantent violemment comme des gros bœufs, ils se mangent le mur et ils passeront pas au-dessus et ils passeront pas à travers. Donc ils échouent lamentablement. Là où un groupe qui par contre est beaucoup plus disparate, va certes prendre un peu de temps, un peu plus de temps que dans le cas 1, mais pourra trouver une réponse, pourra trouver une solution. Parce que justement, ils ont tout un panel de points de vue différents, de manières d'aborder les choses différentes, de pensées différentes, qui permettent du coup de trouver à un moment donné une solution et de se rendre compte que c'est la solution qui fonctionne. Vous avez des travaux sur justement les comportements de groupe, les comportements de foule, qui montrent bien tout l'intérêt d'avoir justement une pluralité de points de vue, une pluralité d'échanges, d'avoir des échanges. Aller dans le même sens tous ensemble, ça ne sert pas à grand chose si malheureusement il y a un mur en face de vous. C'est pas fonctionnel, hein. Enfin, vous allez juste finir bien écrasés comme des connards. C'est triste, c'est un peu triste. Ça peut être rigolo par contre, hein, soit dit en passant, ça peut être très sympa, ça peut faire une jolie petite fresque sur le mur, hein, si vous êtes tous bien écrasés. Mais au-delà de l'intérêt, on va dire, artistique de vous voir éclater sur un mur, c'est pas oufissime quoi, vous ne permettez pas de passer au-dessus. Et là notamment, on arrive dans une situation, dans un état du monde où il y a quand même un certain nombre de problèmes qui existent, divers et variés, on va dire ça comme ça, et où du coup ça serait vachement intéressant justement de pouvoir confronter, échanger sur les différents points de vue, les différentes méthodes, pour pouvoir trouver des solutions à tous ces problèmes. Parce que même si on arrive à trouver des solutions à certains problèmes, si on pense tous de la même manière, on va échapper à totalement plein de solutions, et donc il va y avoir plein de murs devant nous, et on va en manger plein dans la tête. Oh un faf, une fresque à facho. Oh, j'aime bien ça, c'est beau, c'est beau. Je rattrape un petit peu par contre parce que j'ai zappé un message de V6, je crois. Ouais. Parfois c'est toxique, parfois c'est socialement utile les modes collectivistes. Ah oui, par contre,
qu'on soit d'accord, je suis personnellement très clairement très collectiviste. Alors très, 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 très collectiviste. Par contre, c'est pas parce que je suis collectiviste que je pense qu'il faut faire groupe avec tout et tout le monde dans, on va dire, des liens très, très proches. Je pense qu'il faut faire groupe avec tout le monde. Je pense qu'on a de l'intérêt à échanger avec tout le monde, ce qui ne veut pas dire qu'il faut avoir des liens profonds, envers et contre tout, et laisser toutes les, on va dire, limites sauter pour garder des liens absolus avec tout le monde. Ça non. C'est dans ce sens-là où pour moi ça pose problème d'avoir des relations aussi, comment dire? Au-delà de tout, sur la tout ce qui est famille, dans les modèles, bah, notamment asiatiques dont on parlait tout à l'heure. C'est justement d'avoir cet aspect qui te dit: «Non mais la famille, c'est la famille, ça passe au-dessus de tout». Pour moi non, ça ne doit pas passer au-dessus de tout. Par contre, effectivement, je pense qu'il faut penser en groupe. Je pense qu'il faut arrêter de penser chacun dans son côté. Il faut essayer de faire ensemble, de fonctionner ensemble, d'avancer ensemble. Ça sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent. Mais pour le coup, je pense pas qu'il faut dire, il faut absolument envers et contre tout accepter. Ça et passer au-dessus et faire du lien parce qu'il faut faire du lien, y compris à notre détriment. Non, je pense qu'au contraire, non, il faut pas. Je pense qu'il faut fonctionner en groupe, mais qu'il faut garder en tête que on est un groupe, on est donc un ensemble d'individus qu'il faut pouvoir échanger et pouvoir se dire à un moment donné, tu vois, là on avance dans ce sens-là, moi ça me convient pas. Donc je vais partir en retrait, je vais me mettre en retrait, là ça m'apporte rien, au contraire ça m'apporte de la souffrance, donc finalement ça m'apporte quelque chose, mais de négatif, et ainsi de suite. Je pense que c'est ça en fait qui manque. Moi c'est un collectivisme qui, on va dire, plus raisonné, pas sans concession, qui m'intéresse. Hop, je continue à rattraper. Je vois ma grande tante au Vietnam. Bah en fait, c'est comme si elle dirigeait le clan familial. Genre, elle donnait l'ordre d'aller aux toilettes à mon autre tante de plus de 40 ans. Mais lol. Après, ça, bah, typiquement, on a des comportements que moi je vais qualifier, peut-être à tort, de autoritaire, de hiérarchiquement autoritaire. Mettre en place quelqu'un qui doit décider et diriger le clan familial, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a le clan familial, qui dirige le clan familial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ensemble on se dit bon, toi tu es la personne qui est la plus à même, ou en tout cas vous êtes le groupe de personnes le plus à même de décider, de nous mettre des recommandations et ainsi de suite, je le comprends et je vais valider. Par contre, à partir du moment où c'est parce que la tradition a dit c'est toi qui contrôle, ça me dérange. Ça me dérange beaucoup plus. En fait, c'est ce côté-là qui me chafouine. C'est ce côté-là qui me chafouine. Le côté, en fait, qui n'est pas autodéterminé, finalement. C'est que tu peux avoir une hiérarchie. Ça me dérange absolument pas d'avoir une hiérarchie. Ça me dérange absolument pas de devoir rendre des comptes à quelqu'un. Si c'est issu d'un échange, d'un travail de groupe, par exemple, qui justement nous permet d'autodéterminer ensemble que c'est cette personne, c'est ce groupe de personnes qui doit être en charge parce que c'est elle qui a les compétences, parce que c'est elle qui a le suffisamment de recul et ainsi de suite. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que là, c'est pas le cas. Là, enfin, c'est pas le cas. Là, j'en sais rien pour ta famille en l'occurrence, donc je ne dirais pas que c'est pas le cas pour toi. Mais ce qui me dérange dans les traditions que je semble pouvoir et percevoir justement collectivistes sur les pays asiatiques, sur les cultures asiatiques, c'est que en fait, c'est pas déterminé, c'est pas autodéterminé. C'est que la tradition a dit c'est machin qui contrôle. Point. Et c'est ça qui me dérange en fait, c'est que c'est imposé. C'est accepté tacitement, mais c'est imposé. Il n'y a pas de réflexion derrière, il n'y a pas de remise en question forcément possible, bien au contraire. Et on le constate aussi d'ailleurs dans les familles occidentales, hein, parce que pour le coup je l'ai vu aussi dans mon entourage, je l'ai vu dans ma propre famille. Il y a des gens qui vont être considérés comme étant en général les patriarches de la famille, parce que c'est comme ça, et tout le monde accepte tacitement parce que tout le monde a toujours fait comme ça, mais en fait il n'y a pas de réflexion derrière et la personne n'est pas forcément adaptée. Et quand on vient dire bah en fait non c'est pas pertinent, non en fait c'est pas bien, c'est pas effectif, c'est pas bon, c'est pas possible en fait de le remettre en question, c'est pas possible de changer l'ordre des choses parce que c'est la tradition et que c'est comme ça. Et c'est ça qui me dérange en fait, c'est ça qui me bloque. Ça je l'avais lu. Si on prend avec Dupont-Aignan, on arrive à 50% des personnes qui votent extrême droite. Oh là là, chez moi, quel enfer, quel enfer, quel enfer, quel enfer, quel enfer. C'est un reproche qu'on me fait quand je parle de collectivité. Mais tu vas partager ton lit avec n'importe qui. Argument qui est absurde, mais il dit bien que culturellement, les gens ne saisissent pas la nuance. Mais complètement. Moi, souvent, je vous dis, bah, j'ai envie d'échanger avec tout le monde. Là, par exemple, il y a quelqu'un donc d'assez proche qui a voté extrême droite, pour prendre le cas très très proche, et qui me dit, mais je ne suis pas raciste. C'est pas parce que je vote Le Pen que je suis raciste. Et moi, j'étais là, bah si, en fait.
parce que c'est voté contre, par exemple, les musulmans, ne serait-ce que ça. Très clairement, le programme de Le Pen s'attaque aux musulmans parce qu'ils sont musulmans. Et elle me dit, bah non, c'est pas raciste en fait, on s'attaque aux islamistes. Et en fait, dans sa vision des choses, elle n'est pas capable de comprendre que c'est pas la même chose. Tu as les musulmans d'un côté, tu as les islamistes, on va dire de l'autre côté, et il y a un amalgame entre les deux qui est complètement nul à chier, qui est fait, et la personne ne s'en rend même pas compte. Et derrière, elle va te dire aussi en justification, oui mais parce que sinon ils vont venir nous imposer leur culture. Et qui a dit qu'ils venaient imposer leur culture? Enfin, c'est des gens qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui payent leurs impôts en France, qui ont fait l'école en France, qui parlent français. Enfin, à quel moment est-ce qu'en fait, de près ou de loin, ils ont dit qu'ils venaient imposer une culture quelconque? C'est quand même assez incroyable. Et même la France en soi est un mélange de cultures. Si vous regardez la France, si vous regardez la culture française dans le Var, par exemple, c'est pas tout à fait les mêmes codes, c'est quand même pas tout à fait la même culture que si vous prenez la culture, je sais pas moi, en Bretagne. Pourtant, on est en France, mais il y a des différences. D'ailleurs, là-dessus, vous avez Zemmour qui était justement, qui avait fait une intervention où il disait qu'il fallait assimiler tous les peuples pour essayer de faire une vraie culture française, y compris, par exemple, les Bretons, les régionalismes, tout ça. Lui, il aime pas ça, hein, le Zemmour, si on prend le Zemmour, il aime pas ça du tout. Pour lui, il faudrait assimiler pour essayer de faire une espèce de culture unique, unifiée des Français, mais qui reflète quoi, en fait? Qui est quoi, concrètement? Bah, vu ce qu'il semble dire, ça a l'air d'être une espèce de culture globalement parisienne. Bon, très bien. Est-ce que être français, c'est être parisien? Bah, je pense pas, en fait. Hein, je pense même vraiment clairement pas. Est-ce que être français, c'est être varois? Bah, je pense pas forcément non plus, non? Est-ce que être français, c'est être breton? Bah, pas forcément non plus. En fait, vous avez tout un tas de mélanges culturels, vous avez tout un tas d'étiquettes culturelles qui existent, vous avez tout un tas de groupes culturels qui existent, qui sont plus ou moins enchâssés les uns dans les autres. Par exemple, vous pouvez prendre la culture française, et c'est très bâtard, et y mettre dedans plein de choses. Enfin, il y a quand même énormément de différences dedans. Et vouloir dire qu'il y a une culture française suprême, c'est débile, en fait. C'est parfaitement débile. Surtout qu'au-delà de ça, c'est du coup ce qu'a fait la France pendant très longtemps. Ah, bonjour Dardo! Mais bonjour, bonjour, bienvenue. On est en plein live blabla, lecture de livres en toute puissance de V6, qui d'ailleurs est sur le chat. Si ça vous intéresse, vous pouvez lui poser des questions, et ça c'est cool quand même. Et on est en train de parler de relations sociales, on est en train de parler de politique, on est en train de parler de fascisme, on est en train de parler de nationalisme, on est en train de parler de culture, voilà, on parle de beaucoup de choses, voilà, beaucoup, beaucoup. J'espère que vous allez bien, mettez-vous bien, installez-vous. Merci énormément pour le raid. Qu'est-ce que vous faisiez de beau aujourd'hui? C'était quoi? C'était le lundi, lundi React ou lundi blabla? Attends, on est lundi. Est-ce que t'étais pas en mode radio pour l'actualité, tout ça, par hasard? En tout cas, merci énormément pour le raid, merci énormément, j'espère que vous vous sentirez bien ici, on est sur la chaîne des Fougères, voilà, bienvenue avec les Fougères, et on est de gauche. Voilà, je peux que vous le présenter comme ça. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus ce que je disais, j'ai perdu le fil, et voilà, j'ai perdu le fil. Et réveil Twitch sur le premier tour des élections, d'accord. Nous, du coup, ici, on essaye d'échapper à l'actualité en parlant de l'actualité. Ouais, je sais, je suis pas très bon. À la base, j'ai lancé le live en disant bon, on parle pas de l'actu, on fait autre chose. Et puis au final, on parle du livre et du coup, je parle de l'actualité. Voilà. Mais j'ai parlé de Star Wars aussi. Donc c'est bon. Ça passe. Ça passe. Toujours est-il que, pour finir, on était en train de faire une aparté sur tout ce qui est lien du sang et compagnie qui n'a pas de sens. En tout cas, pour moi, qui n'a pas de sens. Et où le livre dit également que une relation, par exemple familiale, n'est pas bénéfique parce que c'est une relation familiale. Elle peut très bien l'être, comme elle peut ne pas l'être. Et que dans nos cultures, notamment occidentales, on a tendance à dire qu'il faut garder les relations familiales, les relations du sang, qu'elles sont plus importantes que tout, alors qu'en fait, non, elles peuvent être extrêmement bancales, toxiques, horribles, et que du coup, il faut savoir aussi, à un moment donné, couper les ponts, dire stop, remettre en question, redéfinir la relation, mettre des limites, et ainsi de suite. Là, actuellement, on est... Hop là, pardon, j'ai mis un coup dans le micro, excusez-moi. On est en train donc de faire la lecture de En toute puissance, qui est donc un livre écrit par V6 Axo. Il y a également une chaîne YouTube, si vous êtes intéressé, qui s'appelle Horizon Gull. Vous avez les liens qui sont accessibles quand vous faites la commande .! HS.
pour pouvoir du coup accéder à la chaîne YouTube Horizon Gull ou au blog Hacking Social. Et on parle du coup d'autodétermination. On parle là plus particulièrement des relations sociales et de l'autodétermination. Et puis du coup, on va continuer un peu le texte. La relation sociale positive génère un sentiment de sécurité qui permet d'exprimer davantage son authenticité. Ce sentiment de sécurité émerge via l'intérêt sincère, l'empathique de l'autre sur soi. Je peux lui dire des choses profondes qui sont reçues avec empathie, avec un écho de compréhension des émotions. L'échange se base sur un soutien réciproque. Hop, je ne suis pas dans le bon. Voilà, fenêtre. Une réflexion est construite ensemble. Cela nous développe tant dans notre être, car on se voit accepté par l'autre, que par la relation avec lui, ainsi que par des dimensions extérieures à l'interaction. Les personnes se sentant en sécurité grâce à des relations signifiantes supportent mieux les aléas de la vie, car la relation est comme un filet de sécurité, un refuge, un lieu de ressourcement. Cela apporte de la confiance, permet de quitter un mode fermé, défensif, où l'on voit l'autre comme une menace. On ne lui fait pas confiance, on lui cache une partie de nous. Généralement, lorsque l'individu se méfie de la relation, ne la construit pas, c'est qu'il a eu ses besoins sapés. Les expériences nous montrent que les relations néfastes sont extrêmement destructrices et s'apparentent à la même douleur que la douleur physique. Heisenberg, Liebman, Williams en 2003 ont placé des participants dans une condition d'exclusion virtuelle. Ils jouent à un jeu de balle à 3 joueurs. Seul l'un des 3 est un vrai participant. 2 joueurs ignorent le participant et jouent à 2. Le sentiment d'ostracisation du participant active les mêmes schémas d'activation neuronale que la douleur physique. Legate, Dehaene, Weinstein et Ryan, en 2013, ont répliqué cette même expérience et ont découvert que le participant ressent une détresse d'être ostracisé. Cet effet étant médié par une satisfaction amoindrie du besoin de proximité sociale. Ça, c'est vachement intéressant. Du coup. Ça, c'est vraiment vachement intéressant de voir que justement, vous avez des vrais problèmes, des vrais, il y a des vraies conséquences à tout ce qui peut être la discrimination. Hein. Vous avez notamment tous ces gens, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on va parler des incels, qui viennent vous mettre en avant. Oui, mais c'est être faible que d'avoir besoin des autres. C'est être faible que ceci, cela. Vous voyez bien en fait que derrière, il y a une vraie souffrance qui existe et qui va être niée parce que elle fait mal justement. Et c'est peut-être plus simple quand on a ce genre de douleur de nier qu'elle existe que de l'accepter et peut-être du coup de se remettre en question et peut-être potentiellement de changer. Il y a peut-être un lien aussi qui se fait à cause de ça, mais c'est vachement intéressant de voir que vraiment il y a des conséquences en fait. C'est pas anodin. Vous avez vu l'expérience plus récente, enfin plus ancienne, pardon, pas plus récente justement, plus ancienne des années 40, je crois, 40 ou 50, je sais plus, qui montre que des enfants, ouais 40, des enfants, si vous ne leur donnez pas de la proximité quand vous les faites grandir, des bébés plus particulièrement, si vous ne leur apportez pas l'affection, de l'attention et ainsi de suite, quand bien même vous les nourrissez, quand bien même vous remplissez, on va dire, leurs besoins physiques, physiologiques, ils vont dépérir, ils vont tomber en apathie, ils vont dépérir. Parce que nous sommes des animaux sociaux, nous sommes faits pour coopérer, nous sommes faits pour être ensemble, nous sommes faits pour être avancés en fait en groupe. On n'est pas fait pour être des individus isolés. Et on voit bien que ça entraîne en fait tout un tas de problèmes, de retards, que ce soit jusqu'à même malheureusement des conséquences mortelles. Encore une fois, c'est pas sans raison. On est fait pour être ensemble. Et c'est ça quand même qui est super important et super intéressant. Et qui, je pense, vu le contexte, est d'autant plus intéressant et d'autant plus pertinent à mettre en avant. On ne peut pas avoir une société, on ne peut pas avoir une existence qui va bien se passer si à un moment donné, on ne se motive pas à se défendre les uns les autres. Si à un moment donné, on ne se motive pas à justement mettre en place des situations et des organismes, des organisations qui vont nous permettre de nous entraider, de pouvoir nous apporter les uns les autres, que ce soit en termes de relations, juste on va dire psychiques, ou pour des besoins notamment aussi physiologiques derrière. Il va falloir pouvoir justement se motiver là-dessus. Il y a des podcasts qui sont très intéressants, qui vous mettent, ou des même mouvements qui se mettent en place, qui avant même ce week-end vous disaient, en fait, commencez déjà à préparer le fait de faire des mobilisations, le fait de faire des organisations autogérées. Prenez en compte que peu importe le résultat de l'élection, on est dans un monde qui va pas ouf et on est dans une société qui va pas ouf et que ce qui va être important quand même à un moment donné, c'est de se recentrer sur nous, mais pas nous, l'individu tout seul de son côté, nous en tant que groupe humain
qui vit en groupe et qui fonctionne en groupe et qui a besoin de vivre et de fonctionner en groupe. Parce qu'encore une fois, sinon on dépérit et on meurt comme des cacas. Voilà. Faut quand même le mettre en avant à un moment donné. Du coup, j'espère que ça va bien en fait sur le chat, parce que je vois que vous parlez plus trop depuis le raid. En tout cas, merci encore énormément Tardo pour le raid, c'était vraiment vraiment adorable. J'espère que du coup tu passeras un bon moment avec nous. Je sais pas si tu restes ou si tu vas au travail. Il me semble que normalement tu vas au taf, généralement vers cette heure-là. Enfin, tu vas peut-être d'abord manger puis aller au taf. Mais en tout cas, si tu restes, j'espère que tu passeras un bon moment avec nous, que tu te mettras bien, que tu profiteras. Comment une relation sociale devient-elle sapante? La relation peut devenir sapante par dissimulation de soi. Yuval, Lin et Kni en 2010, Yuval, Lin et Kni et Bush en 2012. Les chercheurs ont étudié les couples et découvert que le fait de cacher des informations à son ou sa partenaire était lié à plus d'insatisfaction dans la relation et à moins d'engagement. Cela peut être un facteur causal participant à la dégradation de la relation. La relation peut être très bonne, mais l'individu dissimule à l'autre parce que ses relations passées étaient mauvaises et non à cause des faits actuels. Mais ce n'est pas forcément la cause de la mauvaise relation. Cela peut être un signal qu'elle est mauvaise. On ne dit rien à l'autre parce qu'il y a une perte de confiance en lui, des craintes, du stress, des peurs, etc., qui peuvent être totalement légitimées par des événements négatifs antérieurs dans la relation. La relation peut devenir sapante par le regard conditionnel. Il s'agit de donner de l'affection, de l'amour, de l'attention à l'autre, conjoint, enfant, proche, uniquement si cet autre fait ce qu'on attend de lui. S'il ne fait pas ce qu'on attend de lui, il y a alors un retrait de l'amour. La SDT souligne que c'est une pratique très courante des parents sur leurs enfants, ce qui sape leur autonomie. Pour être aimés ou recevoir de l'attention, ils doivent obéir, avoir des comportements spécifiques qu'ils peuvent faire sans les comprendre, qui peuvent être arbitraires, donc qui sont un apprentissage de qualité médiocre, non motivé intrinsèquement. Assor, Roth et Deci, en 2004, ont découvert que les étudiants dont les parents avaient un regard conditionnel sur eux se mettaient beaucoup plus la pression sur eux-mêmes pour atteindre certains comportements. Ils éprouvaient une satisfaction quand cela était atteint, mais éphémère. Ils avaient une plus forte honte et plus de culpabilité s'ils échouaient. Globalement, ils avaient une estime de soi plus fragile. Ils se sentaient rejetés par leurs parents, car ils ne se sentaient pas acceptés par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et éprouvaient beaucoup plus de colère et de ressentiment. Ce regard conditionnel amène aussi à une estime de soi contingente. Les enfants ont de l'estime pour eux-mêmes conditionnée au comportement, ayant de la valeur selon la grille de valeur parentale. Je marche jusqu'au magasin, j'écoute. Twitch sur mobile me déconnecte du chat, c'est relou. Ah, c'est triste ça. Du coup, j'espère que ça ira pour tes courses. J'espère que ça se passera bien. Kni, Canavello, Bush et Cook en 2008 ont montré que des adultes en couple ayant tous deux une estime de soi contingente étaient très attachés à cette relation de couple, très engagés, mais que cela n'amenait pas à des sentiments satisfaisants dans la relation. Autrement dit, l'estime de soi contingente rend très en demande de relations, mais cela ne rapproche pas les personnes et ne satisfait pas leurs besoins de proximité. Par conséquent, c'est une quête sans fin vers le comblement d'objectifs qui ne nourrissent pas la relation. La relation peut devenir sapante lorsque l'on voit l'autre comme un objet et ou qu'on veut le dominer. Quand un individu dans la relation se rapporte à son partenaire comme un objet, un stéréotype, une chose, ce partenaire se sentira menacé dans ses besoins, son bien-être va diminuer, la relation sera de très mauvaise qualité. Les individus qui ont tendance à voir l'autre comme une chose à leur disposition ont des orientations et des aspirations extrinsèques. L'autre est par exemple une opportunité pour obtenir un statut, ou parce qu'il a des caractéristiques qui présentent bien en société. La relation est intéressée, elle est une exploitation plutôt qu'un lien relationnel. Dans ces relations extrinsèques, le lien au partenaire n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour atteindre autre chose. Briller en société, paraître bien, exploiter sa force de travail, etc. Cela peut être par exemple un adolescent qui va sortir avec une fille, non pas par amour de la fille, ni intérêt intrinsèque à vivre un moment avec la fille, mais pour pouvoir se vanter auprès de son groupe d'amis d'être sorti avec cette fille. La fille ici est prise comme un objet, servant à une estime de soi contingente aux valeurs du groupe d'amis. Il n'y a pour ainsi dire pas de relation. Ce n'est pas qu'un problème individuel. Robert et Waters, en 2012, soulignent que dans notre société, les femmes sont très souvent objectivées. Euphémisme. Je trouve assez évident que l'estime de soi prenne cher quand le rôle social et coopératif est ignoré. Bah oui, complètement. Mais complètement. Je ne vois pas comment c'est possible de faire autrement en fait. Si tu passes tout ton temps à être justement, on va dire, seul, isolé au sein d'une foule,
avec tout un tas de codes sociaux, d'images qui consistent à te dire: «Regarde, tout autour, ils vivent des trucs trop bien, ils sont des relations de ouf», comme le font les films, hein, notamment, comme le font les séries, comme le font les bouquins, comme le font les gens autour de vous, dire: «Oui, non, c'est trop bien, on a des liens, on fait des sorties, ah là là, c'est incroyable». Bah, tu ne peux que te dire: «Mais ça va pas, en fait. Moi, ça va pas. Moi, j'ai un problème. Moi, pourquoi est-ce que je me sens à part? Pourquoi est-ce que je me sens si seul, entouré des autres? Pourquoi est-ce que, et ainsi de suite, et on voit vraiment que ça ne peut que détruire ton estime de soi, en fait. Ça ne peut pas faire autrement. Hop, je reprends. Robert et Waters, en 2012, soulignent que dans notre société, les femmes sont très souvent objectivées, évaluées de manière conditionnelle sur leur corps, leur apparence, ce qui évince toute relation digne de ce nom, étant donné qu'elles ne sont pas considérées comme des êtres humains, mais comme des objets. Pire encore, cette représentation d'être un objet peut être internalisée par la femme, ce qui pousse à renoncer à œuvrer à certains domaines. Par exemple, le sociologue Erving Goffman rapportait suite à des observations et des entretiens que les étudiantes américaines étaient objectivées et stéréotypées comme belles mais idiotes. Elles savaient que pour être bien perçues par un homme, il leur fallait singer de ne rien savoir. Ainsi, dans le but de sortir avec eux, elles leur demandaient de l'aide pour des devoirs qu'elles savaient pertinemment faire, faisaient exprès de faire des fautes d'orthographe, de se faire expliquer des choses qu'elles savaient parfaitement. C'était une stratégie d'adaptation à la discrimination. Elles usaient du stéréotype pour flirter. Cependant, c'était également, faute de pouvoir faire autre chose, un renoncement à exprimer pleinement leurs compétences, par là même un renoncement à être perçues comme compétentes. L'internalisation des stéréotypes n'est pas une idiotie, mais elle est une adaptation, parfois inévitable. Le problème n'est pas à situer chez les cibles de l'objectivation, les personnes stéréotypées, mais dans l'objectivation des stéréotypes eux-mêmes. La relation peut devenir sapante lorsqu'on veut contrôler l'autre. Cela peut se cumuler avec le regard conditionnel, comme le fait de voir l'autre comme un objet. Mais cela peut être également séparé. Par exemple, un parent aimant et considérant inconditionnellement son enfant, mais qui est anxieux, qui va avoir tendance à saper l'autonomie de l'enfant par peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est-à-dire qu'il va lui interdire certaines activités, jugées trop risquées, entacher ces activités par son inquiétude. Ainsi, ce contrôle peut s'effectuer en opposant le besoin de proximité sociale avec l'autonomie et en imposant des conditions. Si tu m'aimes, ne prends pas ce travail qui te fait déménager si loin, par exemple. Ce contrôle par l'un dans la relation peut être motivé par des peurs, par des angoisses, par de l'anxiété, tout comme être volontaire. Pensez que c'est une bonne chose de contrôler la vie entière d'un enfant en lui imposant des séries d'activités. Les mamans tigres, par exemple. Qu'est-ce que les mamans tigres? Je sais pas ce que c'est les mamans tigres. Le contrôle d'autrui contre ses besoins est très commun, tout comme le fait de penser que c'est pour son bien-être. Comme le fait que c'est pensé pour son bien, on verra énormément d'exemples dans les autres chapitres. Maman tigre, ça va être marqué en bas. Maman tigre, par exemple, Amit Chua, dans l'hymne de la bataille de la mère tigre, préconise d'imposer des activités élitistes aux enfants dès leur plus jeune âge, ainsi que plusieurs heures de devoirs, d'être les premiers à l'école, etc. Le but est de viser la réussite extrinsèque, puisque l'intérêt intrinsèque de l'enfant pour une activité ou le déplaisir à faire l'une d'entre elles est renié. Ça a pas l'air ouf. Maman tigre, c'est expliqué dans la note de battage. Ouais, bah justement, j'étais en train d'aller regarder. Justement, je suis allé regarder. Ça a pas l'air ouf, Maman tigre. Ça a pas l'air. Non, ça donne pas très envie. Ça donne pas très envie. Pour le coup, ouais. Non, c'est un peu une variation de Maman poule, mais en plus vénère. Maman poule, c'est qu'on te protège de tout. Là, c'est qu'on te protège pas de tout. C'est qu'on t'envoie et qu'on te lance dans une direction en disant si, vas-y. T'aimes pas ça, ta gueule. C'est pour ton bien. Maman tigre, c'est vraiment full contrôle sur l'enfant et sur ce qu'il fait. Bah, maman poule aussi, ça peut. Mais c'est que c'est pas la même. Pour moi, c'est pas la même optique, si j'ai bien compris. Après, j'ai peut-être mal compris. Mais pour moi, c'est plus sur la différence, on va dire, de. Comment on t'appelle de vision des choses, de courbe d'action. La maman tigre, elle va te. Si je comprends bien, la maman tigre, elle te pousse à faire des trucs parce qu'elle estime que c'est pour toi, que c'est pour ton bien, que tu as besoin de ses compétences, que tu as besoin de ça ou ce genre d'activité, ce genre de choses. Oui, non, c'est ça. Enfin, je pense. Après, c'est toi qui l'as écrit, donc peut-être que je me trompe et que j'ai pas bien compris. Mais
C'est possible. Je ne suis très, très loin d'être le meilleur, vraiment très, très, très loin. Mais, pour le coup, ça a plus de contrôle qu'une maman poule? Maman poule, c'est plus être très protectrice, davantage empêcher l'enfant de faire des trucs estimés dangereux. Oui, ça on est d'accord, ça, c'est complètement ce que je voyais aussi. Mais pour toi, du coup, maman tigre, il y a plus de contrôle sur l'enfant que maman poule? Parce que pour moi, en fait, dans les 2 cas, il y a autant de contrôle. La seule différence, pour moi, mais encore une fois, peut-être que je me trompe, hein, je connais pas, enfin, je connaissais même pas maman tigre avant aujourd'hui, donc pour le coup, peut-être que voilà, je comprends pas du tout. Pour le coup, pour moi, il me semblerait là comme ça que maman poule et maman tigre, c'est autant de contrôle sur la vie, mais c'est vraiment pas l'objectivité. Enfin, c'est pas le même objectif. Dans un cas, c'est la protection, et dans l'autre, c'est pour ton bien, tu dois faire ça. Les mamans tigres, c'est vraiment imposer des activités bourgeoises, pousser à la réussite. Genre engueuler l'enfant s'il n'a que 18 sur 20. Ouais, je vois à peu près l'idée. Je vois à peu près l'idée. Mais ouais, non, pour moi, ça fait autant de contrôle, pas dans la même direction, mais ça ferait autant de contrôle. D'un côté, le contrôle pour t'empêcher, pour pas que tu te sois en danger, et de l'autre, le contrôle pour te pousser, euh, pour ton bien futur. Mais pour moi, dans les 2 cas, ça serait du même contrôle, juste pas de la même direction, mais enfin, je sais pas. Après, c'est pas forcément le point le plus important. Oui, c'est toujours le contrôle aussi chez Amampoule. Ouais, voilà, c'est là comme ça, voilà, au pif, ça me fait, pour moi dans les 2 cas du contrôle, et c'est pas ouf. Parce que pour toute façon, pour moi, une maman poule, ça pose problème au même titre du coup qu'a priori une maman tigre, parce qu'il faut laisser l'enfant se réaliser, il faut laisser l'enfant aller tester des trucs. D'ailleurs, c'est ce que tu avais, mis en avant dans, Quest to Learn, que je trouvais super intéressant. Quest to Learn, du coup, pour ceux qui ne le savaient pas, donc c'est un chapitre qu'on a déjà lu donc du livre de V6, où en fait on vous parle d'une école où justement c'est les enfants qui décident en fait, c'est les étudiants qui vont décider ce qu'ils vont faire, et il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de comment dire, de points de système de notation. Si vous ne réussissez pas, bah, en fait vous avez juste pas encore réussi. Et ça déjà c'est une différence notable. Ne pas échouer, enfin échouer et ne pas encore avoir réussi, c'est quand même 2 notions totalement différentes, et je trouve ça déjà très, 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 très intéressant. Et du coup, vraiment ce côté de dire à l'enfant: «Bah, c'est toi qui vas choisir», c'est plutôt cool. Malheureusement, j'ai l'impression que le Covid a sapé pas mal de choses dans cette école. Bah, on a regardé justement, moi, on faisait la lecture sur Quest to Learn, on est allé voir, alors je crois que c'est hors live, enfin hors enregistrement VOD. Il me semble qu'on est allé voir un petit peu sur internet, et il me semble que c'est parti un petit peu, plutôt, développement personnel, bourgeoisie élitiste, un peu nul. Il me semble que c'est un peu parti comme ça, de ce qu'on a regardé, de ce que j'ai en souvenir. Parce que ça remonte à un petit moment déjà. Mais je sais pas si c'est le Covid en lui-même, ou si c'est pas parce qu'il y a eu tout simplement un accaparement, hein, comme assez régulièrement, comme beaucoup trop souvent, des ressources et on va dire des outils par les bourgeois, en fait, par la classe bourgeoise qui vient récupérer et qui vient modifier pour continuer à mettre et promouvoir en avant leur modèle économique, leur modèle, on va dire, idéologique. Et c'est assez triste parce qu'effectivement, ça avait l'air assez ouf à l'époque. Et là, niais. En fait, Institute of Play a fermé faute de financement. Et c'est cet institut qui produisait des jeux notamment. D'accord, ils font plus le niveau de boss. Ça avait l'air tellement bien. Et il y a eu un changement de direction avec Quest to Learn. Ouais, bah ça, les changements de direction, on les connaît, hein. On les voit, hein. On les voit arriver, et généralement, c'est pas très bon. C'est pas très très bon. Les conséquences sont généralement pas ouf, hein. Parce qu'après, on se retrouve avec le même modèle de oui, mais il faut que ça soit rentable, oui, mais il faut que ça soit intéressant. Puis du coup, ben, on réduit les budgets, on augmente les prix, puis au final, tu te retrouves avec que des bourges. Et c'est triste, encore une fois. Et tu perds tout l'intérêt de l'éducation qu'il y avait à la base, quoi. Et justement, de l'accessibilité. C'est quand même très triste. C'est quand même très triste. Mais enfin, bref. Mais pour le coup, ça me fait penser à ça. Du coup, le côté contrôle des mères tigres ou des mères poules, ça me fait penser justement à ce que montrait Quest to Learn, qui était vachement intéressant, et notamment le témoignage de la prof qui voulait à un enfant qu'il aille regarder ça là-bas plutôt que tel autre truc parce qu'elle estimait qu'il était trop jeune. Et en fait, l'enfant, il n'en avait rien à péter, il a fait non, non, moi je vais là-bas. Et il s'est donné les moyens, et l'enseignante, elle s'est dit ah, en fait, si, non, il avait les moyens. Et c'est là où on voit tout le problème, en fait, c'est qu'on a beau se dire, nous, avec la meilleure intention du monde, hein, non, non, mais pour ton propre bien, faut pas que tu ailles là-bas. En fait, on n'en sait rien, et quand bien même on a raison,
c'est à la personne en face, en fait, de faire l'erreur, d'apprendre, en fait, que, bah, non, effectivement, elle veut pas y aller, quoi. Et c'était super intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à un peu oblitérer et moi le premier, je sais que ça m'arrive et ça m'est arrivé notamment récemment de dire à quelqu'un: «Là, tu vas faire cette erreur-là, je te connais assez pour savoir que tu vas le regretter» et en fait, le truc, c'est que c'est pas à moi de faire ça, c'est pas à moi d'empêcher cette erreur d'arriver. Je peux lui dire ce que j'en pense à la personne, je peux lui dire qu'il y aura telle ou telle conséquence si elle fait ça, mais en fait, c'est pas à moi de lui dire: «Ne fais pas ça». C'est elle choisit, en fait et si elle veut aller faire l'erreur, elle fait l'erreur. Si elle veut se planter, elle se plante et peut-être qu'elle arrivera à en ressortir, un peu plus grandie parce que justement elle se sera plantée, peut-être pas. Mais en fait, c'est pas à moi de décider. C'est pas à moi de décider, ce que l'autre personne doit faire et en fait, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait prendre conscience de manière beaucoup plus généralisée. Par exemple en politique, mais pas que. Effectivement, dans l'éducation, c'est quand même quelque chose qui est important ou même dans les relations avec autrui. On n'a pas à venir dire aux autres, en tout cas je pense: «C'est ça que tu dois faire et ferme ta gueule». Non, pour le coup, au contraire, qu'on échange dessus, c'est une chose. Qu'on dise: «Ah tiens, ça peut amener à telle conséquence, ça peut amener à telle chose», c'est pas forcément ouf, mais il faut laisser la marge de manœuvre aux gens, en fait. Parce qu'on apprend, y compris par les erreurs qu'on a fait. Si moi, là, je suis où j'en suis aujourd'hui, c'est aussi parce qu'à certains moments, je me suis viandé comme une merde. C'est parce que j'ai échoué lamentablement et probablement que j'aurais pu éviter l'erreur et que, bah, d'ailleurs depuis, je ne fais plus cette erreur parce que je vois que c'est facile de l'éviter et que puisque je me suis planté une fois, je sais que je n'ai pas envie de la faire. Pour autant, si je l'avais pas fait, bah, j'aurais pas appris, en fait. Si je l'avais pas fait, si j'étais pas allé dans telle ou telle direction à un moment donné, bah, je serais pas qui je suis aujourd'hui et je trouve que c'est important de le prendre en compte. D'ailleurs, petite écho, série, en ce moment, je regarde à nouveau tout ce qui est les Star Trek New Generation, les Star Trek Picard. Vous savez, la série de SF trop bien qu'est Starfleet, qu'est Star Trek en général et du coup celle avec le capitaine Jean-Luc Picard. Donc série qui date un petit peu, hein, années 90, je pense. Ouais, au moins 90 si c'est pas même peut-être plus ancien. Bref, où il y a un épisode qui est très intéressant parce que du coup il y a, un personnage qui a beaucoup de pouvoir, on va dire ça comme ça, qui amène donc Picard, dans sa jeunesse, qui lui dit: «Voilà, en fait tu peux changer. Là, cette époque-là, tu as fait une erreur. Tu as fait cette erreur-là précise. Tu peux décider de changer ton parcours de vie. Tu peux ne jamais avoir commis cette erreur. Et en fait, l'épisode, la morale de l'épisode, c'est de te dire, bah en fait, non, il faut la faire cette erreur. Il faut que tu aies fait cette erreur parce que si tu ne l'avais pas fait cette erreur-là, tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui, là où tu es et comme tu es. Ce qui te définit aujourd'hui, c'est tout ce que tu as fait, le bien comme le mal. Ce que tu as regretté comme ce que tu as jamais regretté. Et enlever quelque chose à un moment donné, bah en fait, ça enlèverait qui tu es aujourd'hui et ça l'enlèverait y compris au niveau des bonnes choses. Et c'est vraiment quelque chose que je pense qui est très important en fait dans les relations en général et qu'on n'a pas forcément conscience, c'est qu'on a le droit de se planter, on a le droit de l'erreur. En fait, c'est bien de se planter, c'est bien d'être dans l'erreur parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on comprend les choses, c'est comme ça qu'on est capable de s'auto-déterminer. Et c'est quelque chose qu'on met pas forcément du tout assez en avant, je pense, alors que c'est regrettable. Je pense que c'est regrettable pour le coup. Bref, pardon, petit aparté, je continue. Comment est-ce qu'une relation devient satisfaisante? La relation est satisfaisante lorsqu'elle est motivée intrinsèquement. On va vers l'autre uniquement pour le plaisir d'être en relation avec lui, par amour, par amitié, par affection, par curiosité bienveillante. Cette affection de l'un envers l'autre est inconditionnelle, c'est-à-dire qu'elle demeure, qu'importe les conditions, qu'importe s'il fait ou non quelque chose d'attendu. Par exemple, un individu se disant MGTOW, que quoi? Men going their own way, mouvement masculiniste dont les membres considèrent les femmes avec haine, les pensant uniquement intéressées par l'argent et refusant toute relation de couple, préférant rester vierges, fréquenter des prostituées ou des relations d'un soir qu'ils humilient après avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Ah, ah, ça a l'air incroyable. Donc un individu se disant être une grosse merde, avec qui j'ai discuté, me disait que sa femme idéale serait celle qui ferait la cuisine et le ménage. C'était bien un regard conditionnel, il aurait rejeté une femme qui n'aurait pas fait ses tâches ménagères. Alors qu'une personne, en aimant une autre de façon inconditionnelle, laisse l'autre libre et l'aime au-delà de ses divers rôles. Oui, mon Dieu. Alors je sais que des gens comme ça existent, hein, mais
Oh là là, qu'il y ait un mouvement qui se réclame de ça, ça me fume. Ça me fume! Ça me fume. C'est oh! Bref. Une personne intrinsèquement motivée par la relation n'attend pas de l'autre qu'il soit à son service comme une sorte d'employé. Elle aime juste la compagnie de l'autre. Les partenaires étant en orientation autonome, cherchant les possibilités de la situation plutôt que le contrôle, nourrissent de façon satisfaisante la relation. Il y a un respect de l'autonomie de chacun dans le couple, un soutien mutuel de leur autonomie respective, un cercle vertueux d'autodétermination des deux. Tous les besoins fondamentaux peuvent y être comblés. Dans la relation satisfaisante, l'autre est considéré comme une personne singulière et non comme un objet ou un stéréotype. Il y a une recherche de l'autonomie, pas d'attente définie, il est soutenu dans sa singularité. Parce que l'autre est aimé pour lui-même, l'autonome n'a pas d'attente, de conditions concernant son partenaire, son ami, son enfant, excepté que leurs besoins soient mutuellement comblés. Et pour cela, il y a écoute mutuelle en empathie, partage mutuel, attention mutuelle. Et en conséquence, non seulement le besoin de proximité sociale est satisfait, mais les autres aussi, et cela se répercute positivement sur tous les aspects de la vie des personnes impliquées dans la relation. En résumé, la SDT nous dit que les personnes ont un besoin de relations sociales, dont la satisfaction est essentielle au développement, au bien-être, et dont la frustration ou le sapage peut jouer un rôle causal dans le mal-être. Les relations de haute qualité sont facilitées non seulement par un contact social étroit et durable avec un partenaire, mais aussi par l'expérience d'autonomie avec et pour ce contact. Il nous laisse être autonomes et satisfaits de notre besoin d'autonomie. On le laisse être autonome et on satisfait son besoin d'autonomie. Il y a une volonté authentique de participer à la relation des deux parties qui entraîne une satisfaction élevée, un bien-être accru. Si un ou des besoins fondamentaux sont frustrés, ou pire empêchés d'être comblés dans la vie en général, à travers cette relation, il y a une dysfonction de la relation qui va mener à un sentiment d'insécurité, de problème d'estime de soi. Et du coup, je pense qu'on va couper là-dessus. Oui, parfait. On a fini la base relation sociale. Donc, petite fougère de YouTube, on s'arrête là pour cet épisode. J'espère que tu as apprécié la lecture et on se retrouve à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao, ciao.